Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Cold in the 90s. Appelons-le Joe. Je dois l'appeler par un nom, l'homme que j'ai ruiné, mais je ne peux pas l'appeler par son vrai nom. Alors, appelons-le Joe. Joe battait sa femme. J'ai été engagé par le beau-frère de Joe, le frère de la femme que Joe battait. Mon client était également l'ancien associé de Joe. Et en plus de l'histoire du « tu as battu ma sœur », mon client avait un autre problème avec Joe. Un problème d'affaires sérieux. Mon client a porté l'affaire devant les tribunaux et me l'a confié. Joe et ses avocats se sont battus longtemps et durement contre moi. Joe était persuadé que ses bobards et ses parjures allaient l'emporter. Cela avait toujours fonctionné auparavant. Ses bobards et ses points lui avaient permis d'obtenir un bon accord avec son ex-femme, sans pension alimentaire. Alors peut-être pensait-il que les menaces et les mensonges l'emporteraient une fois de plus, mais il se trompait, et après le procès, j'ai obtenu une condamnation contre lui. Une condamnation importante, bien plus importante que ce qu'il pouvait payer. Joe a tout fait pour éviter de payer, mais au bout d'un moment, j'ai localisé et saisi tous ses biens. C'était facile, vraiment. Joe ne pensait pas aux conséquences, et il n'a pas pris d'avocat avant qu'il ne soit trop tard. Si l'un de mes clients te poursuit, t'es dans le pétrin, car mes clients prennent un avocat avant même de connaître ton nom. Mais Joe n'a pas pris d'avocat jusqu'à ce que l'huissier de justice lui jette les papiers à la figure, et à ce moment-là, il était bien trop tard. J'ai passé en revue les biens de Joe peigne fin, et au bout d'un moment, il ne lui restait plus qu'un seul bien, une maison, à laquelle il s'accrochait parce qu'elle était louée et qu'elle était sa seule source de revenus. Joe vivait dans le sous-sol inachevé et survivait grâce à ce que lui versaient les locataires de l'étage. Il encaissait le loyer dans des établissements de prêt sur salaire, en payant des frais élevés, mais cela en valait la peine, car il savait que je saisirais tout compte bancaire qu'il ouvrirait. Joe a réussi à me cacher sa maison pendant un certain temps, parce qu'il en était propriétaire par l'intermédiaire d'une société. Mais mon détective l'a trouvé un jour et l'a suivi jusqu'à son domicile. Joe a franchi l'étape suivante par ses propres moyens, ce qui a pris quelques années, pendant que je crevais les voiles de sa société et ses tristes efforts de transfert frauduleux. Mais à la fin, j'avais sa dernière maison, la maison où il vivait dans le sous-sol non aménagé. Joe est sorti un jour pour aller chercher un paquet de cigarettes, et quand il est revenu, le shérif avait changé les serrures. « Mon client peut-il au moins vivre dans le sous-sol » m'a dit l'avocat bénévole de Joe, parce qu'à ce stade, Joe n'avait rien pour payer ses avocats. Je connaissais le bénévole, il pratiquait le droit tout près de chez moi. Pendant que je lui parlais, je pouvais voir la fenêtre de son bureau de l'autre côté du parking depuis la fenêtre de ma tour de bureau. Demande à l'acheteur, ce n'est pas de mon ressort. Et c'était le cas. J'ai dit à l'avocat de Joe que le nouveau propriétaire, un prête-nom, l'un des employés de mon client, ne le laisserait pas revenir dans son appartement pourrave du sous-sol. Joe, un homme qui avait possédé ceci et cela, ici et là, et dans toute la ville, venait de perdre la dernière chose qu'il possédait sur Terre. À l'exception de son pick-up. Il lui restait encore son pick-up. Le pick-up de Joe était une grosse bête qui consommait beaucoup d'essence et avec laquelle il se déplaçait. Il était trop vieux et trop fragile pour valoir la peine d'être saisi, alors j'ai laissé Joe le garder. Et j'étais content de l'avoir fait, parce que maintenant, le pick-up était l'endroit où Joe dormait. Jusqu'à ce qu'il fasse une erreur et perde aussi son pick-up. Il a perdu son pick-up le jour où j'ai reçu un coup de téléphone des locataires de la maison qui appartenait à Joe. Il est revenu et a garé son pick-up en travers de l'allée, a dit le locataire, ajoutant que Joe avait pété les plombs. Il avait garé son pick-up là, dans une colère noire, par dépit. Puis est allé en ville en disant qu'il reviendrait plus tard dans la journée pour dormir dans son pick-up. Vous pouvez contourner le pick-up ? Le locataire ne pouvait pas. L'allée était bloquée. J'ai appelé un des dépanneurs que je défendais à l'époque où j'étais avocat pénaliste, et en quelques heures, ce pick-up était parti et égaré ailleurs, dans un endroit spécial, conformément à mes instructions. Mon client veut récupérer son pick-up, m'a dit l'avocat bénévole le lendemain lorsqu'il m'a appelé. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. Je me tenais dans mon bureau, 15 étages au-dessus du parking, et je regardais en bas, là où j'imaginais que mon homologue bénévole se tenait dans son bureau, face au même terrain. Mais tu n'as aucun droit sur le pick-up. Il n'a pas le droit de bloquer l'allée d'un homme. C'était terrible, vraiment, de se tenir en hauteur, de prononcer des mots qui enlevaient à un homme son dernier bien, la dernière chose qu'il possédait sur Terre. J'ai imaginé que Dieu devait se sentir ainsi avant de dépouiller tout homme de tout et de l'envoyer en enfer. Tu vas vraiment m'obliger à aller au tribunal pour ça ? Fais ce que tu as à faire. Et le gars bénévole a dit que son client venait le lendemain pour signer une déclaration sous serment, et qu'ensuite ils allaient au tribunal pour récupérer le pick-up. Mais je ne m'en suis pas inquiété. Le lendemain, le soleil brillait. Il était 9h du matin quand j'ai regardé par la fenêtre et siroté mon café. Mon téléphone a sonné. J'ai décroché. C'était l'avocat bénévole.
Pourquoi tu ne m'as pas dit que le pick-up de Joe était garé juste devant mon bureau ?» Sa voix était serrée et je pouvais dire qu'il devait trembler de colère. « C'est vrai ?» j'ai dit en regardant le pick-up de Joe garé 15 étages plus bas. « Quelle négligence de la part de mon huissier de laisser le pick-up là où votre client pourrait facilement le reprendre. Il faut vraiment que je lui parle. » « Très drôle, mon client va faire un procès. » « Non, il ne va pas le faire. Il va monter dans ce pick-up et s'en aller. Tout de suite. J'ai dit à mon dépanneur de faire le plein, et il a fait une vidange aussi, gratuitement. Dis à ton client de monter dans son pick-up et de partir, et que si jamais je revois ce pick-up, je le saisirai pour satisfaire le reste du jugement de mon client. » Le bénévole a essayé d'argumenter, mais j'ai été ferme, puis j'ai posé le téléphone et pris mon café. Quelques minutes plus tard, Joe est sorti du bureau de son avocat et s'est dirigé vers son pick-up. Pendant qu'il marchait, j'ai vu qu'il n'y avait plus de sautillement dans sa démarche. Il n'y avait plus de joie en lui. Joe n'était pas le premier type que je ruinais et il ne sera pas le dernier, mais c'est le seul dont j'ai assisté à la ruine finale d'en haut, depuis mon bureau, et ce fut l'une des expériences les plus puissantes de ma vie. Regarder un homme marcher vers son pick-up, sachant que je l'avais dépouillé de tout ce qu'il avait d'autre, et qu'il devait la possession de son dernier bien, son pick-up, à ma pitié. Joe s'est éloigné, sa grosse antiquité de pick-up déversant des nuages de fumée par le pot d'échappement. J'étais presque sûr de ne plus jamais entendre parler de lui, et ce ne fut jamais le cas. Mais il le mérite, il avait qu'à pas taper sur sa femme. L'histoire suivante est postée par Valadian. Cela s'est passé il y a environ 5 ou 6 ans. Pour situer le contexte, mon voisin que nous appellerons Chester est le stéréotype de l'homme de plein air du week-end. Il possède au moins 10 casquettes différentes, et elles portent toutes un motif camouflage. C'est un de ces gars-là. Il conduit une Jeep, ce qui sera important plus tard, et passe généralement ses week-ends à chasser, à pêcher ou à se préparer pour quand les bombes tomberont. J'ai essayé de lui expliquer une fois que nous étions dans la zone de retombée d'une grande ville, donc si elle était touchée, nous serions foutus de toute façon, mais peu importe. Tout le monde a besoin d'un passe-temps, et pour certains, c'est de collectionner les pêches en conserve. 2 semaines avant la vengeance, je suis sorti pour voir que ma voiture avait une vitre cassée du côté passager et qu'une partie de la portière était bosselée juste au-dessus de la poignée. La taille et la forme de la bosse me permettent de savoir immédiatement de quoi il s'agit. Comme je l'ai dit, mon voisin, Chester, conduit une Jeep, et sur sa calandre se trouve un câble qu'il utilise pour arracher des souches et autres. Il dépasse d'un bon 50 cm devant le pare-choc, et il est fait de métal solide. Si tu as une photo de l'appareil et de la forme de la bosse sur ma voiture, tu peux dire que ça correspond, juste en regardant à l'œil nu. La bosse a une forme presque identique et se trouve à la même hauteur que celle où était montée la bobine de câble. En plus de cela, Chester habite juste en face de chez moi et il aime bien reculer dans mon allée. Comme ma voiture est toujours garée dans la rue, il a de nombreuses occasions de la heurter. J'ai posé la question à Chester et, sans rien dire, il a secoué la tête en se mordant la lèvre, comme un personnage de dessin animé désemparé. Je lui demande alors si quelqu'un qui a emprunté sa voiture a pu le faire, parce que la voiture elle-même était plutôt éraflée, presque comme s'il l'avait percutée un peu partout en ville. Encore une fois, Chester secoue silencieusement la tête, et essaie de me dire que c'était probablement des adolescents. Pas d'explication, il a juste mis ça sur le dos des adolescents. J'étais furieux, mais j'ai gardé mon sang-froid, et je suis rentré chez moi pour appeler la police et ma compagnie d'assurance pour le signaler. J'ai réussi à avoir un policier compétent, qui m'a carrément dit que ce qui s'était passé était clair, mais que sans témoin, il serait inutile d'essayer de le prouver. L'agent d'assurance était tout aussi certain de la culpabilité de Chester, mais il a fini par me recommander de payer de ma poche les réparations. Comme je me garais dans la rue, c'était un facteur que la compagnie d'assurance pouvait utiliser contre moi si je faisais la réclamation. Lorsqu'ils ont dû recalculer et ajuster mon taux mensuel, j'ai pu constater une augmentation significative. Quelques centaines de dollars de ma poche maintenant pourraient me permettre d'économiser plusieurs centaines de dollars par an à l'avenir si mon taux était augmenté en raison de ma propre négligence. Ce qui est ce que la réclamation serait, malheureusement, catégorisée comme. Brutal comme accord, mais au moins il a été honnête avec moi. 2 semaines plus tard, Chester et sa famille se rendent dans le nord pour passer une semaine dans la nature. Et malgré mon attitude froide à son égard ces derniers jours, il me demande de garder un œil sur sa maison pendant son absence, puisque je suis la seule personne du quartier en qui il a confiance, apparemment. J'ai accepté, non pas parce que j'avais une quelconque vengeance en tête, mais parce qu'il m'a fait cadeau d'une grande caisse de bière pour mon service. Sa seule demande était que je l'appelle en cas de conditions météorologiques extrêmes, parce qu'il aurait besoin que je vérifie quelque chose. 2 nuits après son départ, nous avons eu une méchante tempête, du vent, de la grêle et même quelques pannes de courant. Le lendemain matin, j'ai appelé Chester pour lui demander ce qu'il voulait que je vérifie, mais il n'a pas répondu. Connaissant Chester, il avait probablement installé un camp dans une région rurale de l'Amérique où il n'y avait pas de réseau, même s'il m'avait demandé de l'appeler si cela se produisait.
Après quelques tentatives infructueuses, je suis allé chez lui pour inspecter les problèmes potentiels qui auraient pu survenir à cause de la météo. Je me suis dit qu'il s'inquiétait probablement d'une éventuelle inondation de son garage, car son jardin était souvent une douve après de fortes pluies. Je suis entré dans le garage et il n'y avait pas d'inondation, mais quelque chose a tout de suite attiré mon attention. 4 grands congélateurs, alignés côte à côte, occupaient une grande partie du mur. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur de l'un d'entre eux et j'ai immédiatement compris ce qui inquiétait Chester. Les 4 congélateurs étaient remplis de viande, du sol au plafond. Certaines étaient encore dans des emballages de l'épicerie, d'autres étaient enveloppées dans du papier de boucherie. Il s'agissait probablement de gibier ramassé lors des exploits de chasse de Chester. Mais sur le dessus d'un des congélateurs, il y avait quelque chose d'autre qui ne semblait pas à sa place. C'était un gobelet rouge rempli d'eau gelée avec un penny posé dessus. J'ai trouvé cela bizarre et je l'ai immédiatement ignoré. Mais la curiosité a pris le dessus plus tard dans la journée, quand je suis rentré à la maison. J'ai décidé de chercher sur Google, et ce que j'ai appris m'a tout de suite fait penser à un moyen de me venger de Chester, qui a percuté ma voiture et m'a collé la facture des réparations. Il y a une vieille astuce que les gens utilisaient lorsqu'ils partaient en vacances. Tu congèles une tasse d'eau, puis tu places un penny dessus, et tu le mets dans ton congélateur. En cas de panne de courant, l'eau finira par fondre, et le penny tombera au fond de la tasse. Si tu rentres chez toi et que le penny est au fond du gobelet, ton congélateur est resté éteint pendant une longue période et maintenant tout ce qu'il contient a potentiellement décongelé et est devenu impropre à la consommation. Je me suis immédiatement levé et j'ai couru jusqu'au garage de Chester pour vérifier la légitimité de mon acte infâme. Par chance, le disjoncteur de Chester était caché derrière une étagère à outils, donc pas facilement visible. Qui mettrait une étagère devant un disjoncteur ? Chester, bien sûr. Alors j'ai rapidement sorti la tasse du congélateur et je l'ai posée sur le porche de Chester pour qu'elle prenne un peu de soleil. Au bout de quelques heures, la glace avait suffisamment fondu pour que le penny glisse jusqu'au fond de la tasse. J'ai ensuite remis la tasse dans le congélateur en faisant bien attention de la positionner exactement là où elle était quand je l'ai sortie, avant de passer à la dernière phase de mon plan sournois. J'ai bombardé le téléphone de Chester avec des appels et des SMS frénétiques. Chester, où est ton disjoncteur ? Je ne le trouve pas, et ton électricité est coupée. Rappelle-moi au plus vite. J'ai fait cela un nombre incalculable de fois au cours des 2 jours suivants, avant que Chester ne me rappelle enfin. Il m'a immédiatement dit où aller dans son garage pour trouver le disjoncteur, ce que je savais déjà, bien sûr, grâce à mon travail de détective préalable. J'ai posé le téléphone et j'ai actionné le disjoncteur 2 fois. Une fois pour l'éteindre et une deuxième fois pour le rallumer, ce qui lui a donné juste assez de temps pour dérégler les horloges numériques de tous ses appareils. Et avec ça, ma vengeance était terminée. Il ne restait plus qu'à ce que Chester rentre à la maison, ce qui a pris encore 2 jours. Lorsque Chester est rentré, j'étais nerveux, mais impatient de voir si ma mascarade avait fonctionné. Le lendemain, on a frappé à ma porte. C'était Chester. Il m'a demandé si je voulais de la viande pour mes chiens. Apparemment, l'électricité avait été coupée trop longtemps et toute la viande dans ses congélateurs avait décongelé pendant son absence. Alors, il la jetait. Je lui ai demandé combien il en avait, et il m'a répondu qu'il avait probablement près de 150 kilos. Il ne voulait pas tout gaspiller, alors il m'a demandé si je voulais en donner à mes chiens. Je me suis servi gracieusement d'environ la moitié d'un congélateur de viande. J'en ai conservé une partie dans mon propre congélateur, et le reste, Chester a eu la gentillesse de me proposer de le garder dans son congélateur jusqu'à ce que j'en ai besoin. Le comble, c'est que Chester n'avait aucune idée que la viande n'avait jamais été décongelée et qu'elle était encore parfaitement bonne. Ce soir-là, je me suis servi, avec mes chiens, de 2 bons steaks, gracieuseté du vieux Chester en personne qui était encore occupé à parcourir le quartier pour décharger la viande avariée sur tous ceux qui avaient un chat ou un chien susceptible d'en vouloir. Il s'est écoulé au moins 4 ou 5 mois avant que mes chiens et moi ne consommions toute la viande que Chester nous avait donnée. Je ne sais pas si j'ai récupéré tout l'argent des réparations de ma voiture, mais je n'ai pas eu à acheter de viande pendant des mois. J'aime bien la façon dont Hoppy s'est vengé de façon entièrement légale. Il avait l'occasion, il avait la possibilité de juste prendre la viande et donc de voler, mais plutôt que de faire ça, il a fait croire à Chester que la viande était foutue pour qu'il la lui donne. Du coup, c'est pas du vol. Bien joué Hoppy, bien joué. L'histoire suivante est postée par Nokia2980. C'était il y a plusieurs années. Mon patron a une personnalité type A extrême. Pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce qu'est une personnalité type A, c'est les gens qui aiment bien contrôler. Mon patron a découvert que je voyais une jeune femme dans un autre de nos bureaux. C'était une relation à distance. Il était du genre à aimer tout contrôler et à embêter les gens pour s'amuser. Il était aussi marié à une autre employée, mais il était très infidèle. Et il avait un hobby, la photographie. Il aimait prendre des photos de lui et de sa conquête en plein acte.
Ensuite, il montrait les photos dans l'atelier de production et s'en vantait. Eh bien, lors de son prochain voyage dans cet autre bureau, il a essayé de convaincre ma petite amie de coucher avec lui, mais elle l'a éconduit. Il a inventé des mensonges et l'a fait renvoyer. Cela a pris du temps, mais j'étais patient. Je savais qu'il gardait les photos dans son bureau. Il ne pouvait pas prendre le risque de les garder chez lui, où sa femme pourrait tomber dessus. Un samedi, je travaillais en heures supplémentaires, et la femme de ménage est passée. Elle a déverrouillé son bureau. Je suis entré en faisant semblant de prendre des dimensions pour des plans. La femme m'a simplement demandé de fermer la porte quand j'aurais fini. Elle est partie et s'est dirigée vers la comptabilité. C'est alors que j'ai fouillé dans son bureau. Au fond d'un tiroir, j'ai trouvé une pile de photos de 10 cm d'épaisseur. Je les ai toutes prises. Puis, j'ai attendu qu'il parte en voyage. J'avais une douzaine de photos de lui en train de jouer avec 4 femmes différentes, toutes montrant son visage. Les femmes avaient toutes des cheveux foncés ou roux. Sa femme est blonde. J'ai conduit jusqu'à la ville où il vivait, jusqu'au bureau de poste le plus proche de sa maison, et j'ai posté les photos à sa femme sans adresse de retour. Elle a divorcé et son avocat l'a dépouillée. Ma petite amie est maintenant ma femme et nous ne sommes plus énervés. Pour ma part, je trouve que cet homme a un comportement répugnant. Ce type de photo, normalement, était destiné à toi et à toi seul. Ou à ce moment-là, à toi et ton ou ta partenaire. Mais c'est pas des photos que t'es censé montrer à tes potes ou à tes collègues. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt de te faire mousser ? Enfin bon, ces photos dont il était si fier ont fini par lui coûter très très cher. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.